Bonsoir. La pandémie mondiale Covid-19 a complètement bouleversé le marché du travail. Les effets sur l'emploi ont été extraordinaires, avec une reconfiguration globale, il faut le dire. Si les grandes entreprises ont quand même réussi quelque peu à résister, ce ne fut pas le cas malheureusement pour nombre de PME qui ont dû carrément mettre la clé sous le paillasson. Résultat, des milliers d'emplois perdus, des employés au chômage du jour au lendemain. Certains secteurs d'activité ont pu tout de même tirer leur épingle du jeu grâce aux services offerts par Internet et de manière plus générale par les nouvelles technologies. Et déjà que ces problèmes touchaient beaucoup de personnes, entre la précarité de la situation, l'irrégularité du marché du travail, eh bien la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver les choses et creuser le fossé. Nous sous-entendons bien sûr le secteur informel. État des lieux pour commencer avec notre invité que je vous présenterai dans un instant aujourd'hui. Le monde, puis l'Algérie, les secteurs les plus touchés, les catégories les plus impactées, entre diplômés et non diplômés, entre hommes et femmes, entre autres. L'émission de ce soir est intitulée Covid et l'équation de l'emploi. Bienvenue dans Insight. Notre invité est Mohamed Saïb Muzet, sociologue spécialiste du marché du travail, également de la jeunesse et des migrations internationales. Monsieur Muzet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nordine Azouz, directeur de rédaction du quotidien Reporter, également comme tous les mercredis soirs avec nous. Bonsoir Nordine. Bonsoir. Toujours un plaisir également de vous recevoir. Alors, Monsieur Muzet, on va commencer pour faire un petit état des lieux, comme je l'expliquais à l'instant. Depuis le début de cette crise sanitaire, l'emploi a été considérablement impacté. Quels sont aujourd'hui les changements majeurs observés? On va commencer d'abord par le monde, avant de parler de l'Algérie, et de manière globale pour l'entreprise. Bon, la première chose qu'on a pu observer au niveau Bureau international du travail, on a observé partout dans le monde, avec les confinements, donc fermeture d'entreprises et la perte d'heures de travail. Donc les calculs qu'on fait à l'échelle internationale, c'est de dire quel serait le nombre d'emplois équivalent permanent qu'on aurait perdu. Le dernier rapport, si vous voulez, comme bilan qui a été fait, estime environ 255 millions d'emplois, équivalent emplois perdus avec les fermetures. Et les secteurs qui ont été à la base, si vous voulez, des pertes d'emplois, beaucoup plus dans le domaine du transport, donc qui affecte les mobilités internationales avec fermeture des frontières, donc l'aviation, tout type de transport ont été à l'arrêt. Le transport, avec l'arrêt, si vous voulez, de la fermeture des frontières, toute la mobilité humaine a été suspendue dans le monde entier. Absence de vol. Ça impacte aussi d'autres secteurs, tels que le tourisme. Tous les hôtels fermés, parce qu'ils n'ont plus de clients. Et derrière le tourisme, il y a aussi les secteurs, disons, les plus touchés, ce sont les BTP, bâtiments, travaux publics. Et les industries, comme vous dites, beaucoup d'entreprises ont dû fermer. Mais là, en termes, si vous voulez, on mesure la perte beaucoup plus en termes d'heures de travail, en termes de perte de revenus, pas seulement pour les employeurs, mais aussi pour les salariés, les indépendants. Donc ces catégories ont pratiquement tout perdu. Et la reprise, bien qu'on pense qu'on est à la fin de cette pandémie, on parle même que, disons, cette pandémie risque de devenir endémique maintenant,
Qui va durer dans le temps. Qui va durer longtemps. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est une nouvelle manière de vivre qui a été imposée. En tant que sociologue, je reprends ma casquette de sociologue, parce que c'est une peur qui a été pratiquement disséminée un peu partout dans le monde. Donc la sociologie de la peur, on le sait, ça provoque une psychose que pour nous les sociologues on appelle une sociose qui se met en place. Et on parle de là, théoriquement, que c'était imprévisible. Cette histoire d'imprévisibilité, bon, pour moi, je n'y crois pas tellement. Parce qu'il y a eu déjà un certain nombre de sociologues qui ont parlé de la société à risque. Nous vivons dans une société où pratiquement les risques sont permanents. Mais on ne regarde que le côté positif. De toute innovation, on ne regarde que le côté positif. C'est le capitalisme mondial qu'il définit ainsi. On regarde que le profit. Donc, les pertes, les risques, ils sont présents. Ça, c'était déjà avant Covid. Avec la crise de subprime, il y a aussi un autre ouvrage, best-seller d'abord, qui parlait de Black Swan, le signe noir. Le signe noir. On pensait toujours que les signes sont toujours blancs. Mais là, on a découvert finalement qu'il existe des signes noirs. Et on l'a découvert en Australie. Donc finalement, ça aussi, ça a été un avertissement pour dire attention. Ce que nous modélisons, nos projections, on le regarde. Parce que la crise de subprime a démontré que tout était connu. On savait tout ce qui se passait. Mais c'était caché par les grands financiers, par les grandes banques. Parfait. Avec la même chose pour la santé. On connaît parfaitement tous les risques. Mais tout simplement, on a négligé. Alors, il y a énormément de points intéressants dans votre entrée en matière, j'ai envie de dire. On va essayer de revenir, en tous les cas, point par point, après tout ce que vous venez de dire. Nordine Azouz, c'est une reconfiguration du marché de l'emploi, carrément, avec la crise. Oui, pour répondre à votre question, de toute façon, un début de réponse a été donné par vous-même lors du préambule. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019 ? C'est destruction d'emplois, fermeture d'un nombre très important d'unités économiques et industrielles. Et puis de manière, disons, plus visible à notre niveau, c'est que notre façon même d'aller à l'usine, au bureau, a complètement changé. Avant d'aller au bureau, à l'usine, on se lave les mains, on porte un masque, on se méfiait parfois du voisin et du confrère. Ce sont des choses qui n'existaient pas en termes comportementaux avant 2019. Donc c'est quelque chose quand même d'assez important on parle même de changement, carrément. Dans la façon d'aller au travail et de travailler depuis 2019. Et il y a autre chose de très important, c'est que ça a changé, c'est que les prévisionnels qui ont travaillé sur la fin de la pandémie et sur les scénarios de fin de crise économique se retrouvent aujourd'hui à revoir un petit peu leurs pronostics. Donc les prévisions qui ont été faites sont aujourd'hui à réviser, on commence à les faire. De manière plus sérieuse, si l'on se réfère par exemple au dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, on croyait qu'en 2021 et en 2022, on allait sortir de ce tunnel-là, c'est-à-dire de la crise qu'on vit depuis 2019. Ah ben, il se trouve que selon le document que je viens de citer et qui est sorti en janvier, début janvier, en fait, les prévisions restent encore très pessimistes. Et selon le rapport qui a été fait par l'OIT, c'est qu'on risque encore une fois de se retrouver avec un niveau de près de 2% inférieur en termes d'heures travaillées par rapport à 2019. Déjà que les inégalités existaient Absolument. Avant le Covid. Absolument. La crise sanitaire n'a fait qu'accentuer. Voilà, donc moins d'heures de travail, ce qui équivaut, selon, si j'ai bien lu le document, c'est autour de 52 millions, un déficit de 52 millions de postes d'emploi, ce qui est énorme, et avec des retombées assez catastrophiques pour des secteurs.
Mohamed Muzet vient parler des transports, on peut parler aussi du tourisme, comment parler du travail domestique et aussi de l'informel. Mais je pense qu'on reviendra dessus au fur de l'émission. Alors, pour ce qui est de la problématique en Algérie... Ce qu'il faut ajouter peut-être, réduire les prévisions de l'OIT, bon, selon la situation actuelle. C'est ça. Et il donne une faible reprise, mais pour l'emploi, il dit pour retrouver le niveau de l'emploi, il faut attendre 2023. C'est pas du jour au lendemain qu'on va retrouver le niveau de l'emploi. Donc en 2022, on risque encore de patiner. C'est pas fini encore. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de l'Algérie maintenant, l'emploi, l'entreprise, le Covid, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Mohamed Saïd Buzet, on dispose de chiffres, de data, de données concrètes sur ça, sur cette question précisément? Bon, il y a les chiffres qui sont produits par les instances internationales. Ce sont des estimations, puisque l'Algérie, il faut dire, depuis 2019, on n'a pas fait d'enquête emploi. Donc on a 2020, 2021, on est en 2022, donc 3 ans d'une certaine opacité de ce qui se passe sur le marché du travail. L'unique enquête qui a été faite à un moment donné en 2020 par le ministère du Travail, qui est une enquête, disons, assez intéressante, bien que ça comporte un certain biais, puisque l'échantillon a été environ de 3000 et quelques d'entreprises. Et du point de vue global, donc le marché du travail, on le caractérise par le taux d'emploi et le taux de chômage. Le taux de chômage en Algérie, on l'estime à peu près à 12,8 maintenant, selon les estimations de l'OIT. C'est une moyenne, une estimation que je doute encore. Ça pourrait être plus, parce que les estimations mondiales, et il se base sur des déclarations des offices du pays. Par exemple, je ne comprends pas comment le BIT puisse dire au Niger qu'il n'y a que 3,5%, qu'en Afrique du Sud, il y a 29% du taux de chômage. Donc, vous voyez, les données, quand vous ne les produisez pas, vous ne le présentez pas, alors les instances internationales procèdent par des estimations pour vous donner. Mais à un moment donné, avec l'arrivée de la crise sanitaire, on entend parler de la fermeture de tant de centaines d'entreprises dans tel secteur. Par exemple, le BTP, je sais qu'il a été fortement impacté. On a parlé de 20 000, 30 000 PME ou TPE dans le BTP qui ont dû carrément mettre la clé sous le paillasson. Est-ce qu'aujourd'hui, on dispose réellement de chiffres concrets là-dessus? Oui, on peut parler du BTP. Le secteur BTP, si on regarde les données officielles produites par l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM, qui sont intéressantes, ne serait-ce comme d'un repère pour se situer. Le BTP est entré en crise, non pas avec Covid, était rentré en crise bien avant, en 2014, lorsqu'il y a l'arrêt des grands chantiers. Il y a beaucoup de grands projets qui étaient à l'arrêt, mais en 2015, les données de l'ANEM nous présentent environ 13 000 offres d'emploi dans le BTP. Avec le Covid, dernières données publiées par l'ANEM en novembre 2021, ils sont à 6 000 offres d'emploi. Donc vous voyez, en termes de capacité de rebondissement du BTP, c'est encore à la traîne. Donc on est à moitié. On a perdu la moitié des capacités d'offres d'emploi en quelques années. Et pour qu'il y ait une reprise, ça m'étonne que tout de suite on pourra rebondir, parce qu'on a quand même des problèmes, une crise financière qu'on doit gérer. Importante, Et comme vous dites, il y a des grandes et petites entreprises. Si les grandes entreprises, si on prend l'exemple d'Air Algérie, grande entreprise, mais qui a beaucoup perdu, et que ce n'est pas tout de suite que Air Algérie pourrait revenir, disons, à son niveau d'avant le Covid. D'avant la crise sanitaire. Donc, même l'hôtellerie, les grands hôtels, ça m'étonne qu'ils arrivent. Donc, on va dire que tout dépend du secteur d'activité. On ne peut pas dire que l'emploi a plus touché les grandes entreprises que les petites. Tout dépend d'abord du secteur d'activité. Toutes les entreprises ont été touchées d'une manière ou d'une autre, parce que les grandes entreprises faisaient 3 fois 8. C'était impossible de faire 3 fois 8 avec les confinements, avec le couvre-feu.
Donc l'arrêt de la machine, ce sont des pertes de productivité, pertes d'emploi et pertes d'heures de travail. Donc pour revenir à ce rythme, on a beau tenter de mettre en place le télétravail, mais le télétravail, ce n'est pas encore dans notre culture. Hein. D'accord. Juste une indication supplémentaire par rapport aux prévisions de l'OIT. L'Organisation internationale mondiale table sur un nombre de chômeurs de 207 millions de personnes pour 2022, c'est-à-dire 21 millions de plus par rapport à la crise. Sur le cas algérien, si j'ai bonne mémoire, le ministère du Travail avait donné des chiffres, mais qui demandent à être réactualisés. C'est des chiffres qui datent de 2020, si vous vous en souvenez. Alors, il avait parlé d'une perte de 500 000 emplois, ce qui est quand même assez important. Et au moins 500 000. Voilà, au moins. Voilà, avec un recul de 31%, voire 32% de l'offre de recrutement, c'est-à-dire de création d'emplois, ce qui est extrêmement important et assez significatif des conséquences de la crise sanitaire sur le marché de l'emploi. Bien sûr, maintenant, il va falloir affiner un petit peu plus l'analyse et regarder au plus près. Vous avez des secteurs, par exemple, Musette a cité celui du bâtiment, c'est vrai qu'il a été impacté à partir de l'été 2014, c'est-à-dire avec la chute des prix des hydrocarbures, du pétrole. Et la baisse de la commande publique. Voilà. J'ajouterais aussi que c'est le même cas, par exemple, pour l'automobile qui a perdu, selon les chiffres donnés à l'époque par le ministère du Travail, 51 000 postes. Sauf que le secteur de l'automobile était déjà impacté, était déjà entré en crise avant le début de la crise sanitaire. Donc, on a des chiffres qui sont assez significatifs et représentatifs de l'ampleur du désastre que connaît le marché de l'emploi, mais ce sont des indications qui demandent à être réactualisées très vite, en espérant par exemple que les entreprises commencent à eux-mêmes par faire des sondages et des enquêtes sur ce qui s'est passé chez elles en termes de perte d'emploi et tout à fait. Alors, perte d'emploi, Mohamed Saïd Musette, ce sont plutôt les diplômés et les non-diplômés qui sont concernés entre les deux. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser au juste ? Bon, c'est vrai que pour moi, parmi les chômeurs actuellement, et on peut dire effectivement que les diplômés souffrent le plus. Hein. Mais tout cela est lié au gel des recrutements. Parce que les postes de travail existent, mais il y a gel de recrutement pour les diplômés. Vous savez parfaitement que les diplômés sont recrutés beaucoup plus par la fonction publique. Les secteurs privés recrutent très peu de diplômés, notamment de niveau supérieur et plus. Hein. Et là, quand on regarde encore les données nationales, les données de l'ANEM, on découvre que les femmes diplômées subissent beaucoup, disons, de cet effet de gel de recrutement dans les entreprises. D'ailleurs, le ministère du Travail, dans son enquête, il a utilisé cet indicateur pour calculer les pertes. Et gel de recrutement, les compressions d'effectifs qui ont eu lieu, recrutement des CDD qui continuaient. On a beau essayer au niveau d'Algérie de dire, bon, avec nos dispositifs d'emploi, on va pouvoir permanentiser les contractuels, mais là aussi, ça reste à la traîne. Et ça, c'était bien avant Covid. Hein. On disait que les contractuels devaient être permanentisés. Et pour arriver à permanentiser, c'est-à-dire transformer les contractuels qui étaient pratiquement à plus d'1,4 million, je me souviens à l'époque de Bedoui déjà, disait permanentiser 1,4 million de personnes qui sont en contractuels, ce n'était pas évident. Et puisqu'il y a problème finance, donc il y a blocage de recrutement, et là vous voyez ce qui souffre le plus actuellement avec un taux, un nombre
qui est passé pratiquement à 2 millions de demandes d'emploi actuellement, un peu plus de 2 millions de demandes d'emploi en stock qui sont au niveau de l'ANEM. Et quand vous regardez le contenu de ces 2 millions, un peu plus de 30% sont des diplômés, des cadres et des cadres supérieurs. Et parmi les cadres et les cadres supérieurs, vous avez 64% des femmes qui sont au chômage, qui cherchent des emplois. Est-ce que c'est un problème de qualification ou de discrimination à l'accès de Non, travail pour les femmes? il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire, il n'y a aucune possibilité de la recruter immédiatement. Je prends le dernier chiffre qui a été avancé par le ministère de l'Enseignement supérieur il y a quelques mois. Il disait qu'il y a 26 000 docteurs qui sont au chômage. Des gens qui ont terminé avec un doctorat dans des domaines pointus, qui se trouvent au chômage en Algérie. Là, ce sont des pertes sèches. Je viens de lire aussi que la fonction publique a autorisé maintenant de recruter des diplômés. Ce qui n'était pas évident. Les entreprises, l'administration ne recrutaient pas des diplômés de l'enseignement supérieur. Le secteur de l'enseignement supérieur même, bien qu'il y ait un déficit en termes d'enseignants de niveau professeur, maître de conférence, les blocages de réduction de finance du budget fait qu'ils n'arrivent pas à recruter. La demande est très importante dans l'enseignement supérieur. D'accord. Donc, dans des Nazous, on peut dire que l'équation devient de plus en plus compliquée. Déjà avant le Covid, maintenant avec la crise sanitaire, ça l'est davantage. Absolument. Nous sommes aujourd'hui en situation où la distinction entre diplômés et non diplômés ne me paraît pas très pertinente. Parce que quand la machine économique est à l'arrêt, il n'y a ni diplômés ni non diplômés qui sont recrutés. Ça, c'est une réalité qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, pour regarder un peu plus près, là aussi, on a un problème de chiffrage et d'enquête. Même s'il est admis que, par exemple, les diplômés ont de plus en plus des difficultés à accéder à l'emploi. Et là, ça pose la problématique de la formation en amont. Pourquoi forme-t-on et pour quels besoins du marché? Musette a donné le chiffre des docteurs qui sont en attente d'embauche ou de recrutement. J'aimerais bien savoir dans quelle filière ils sont spécialisés, ces gens-là. On lui pose la question. Hommes ou femmes, pour voir, parce qu'on sait qu'au bout, on sait quelles sont les demandes et les besoins du marché de l'emploi algérien, que ce soit dans le public ou dans le privé, là aussi. Et vous le savez tous, la question de la formation, pourquoi forme-t-on et quoi forme-t-on et pour quel marché du travail est posée depuis quand même un certain nombre d'années, voire des décennies, et, sans pour l'instant trouver de réponse, et qui peut être un indicateur qui peut expliquer le nombre important de diplômés et de sortants des universités qui n'arrivent pas à trouver un emploi rapidement ou pas du tout. On a les spécialités au juste ou pas les spécialités, disons, oui. Moi je peux dire que notre système d'information au niveau de l'ANEM peut nous donner toutes les spécialités, mais moi je dirais que l'adéquation, c'est un problème, l'adéquation formation-emploi, c'est un problème qui a été inventé depuis plus de 30 ans. Mais quand vous me dites un médecin qui ne trouve pas de boulot, est-ce qu'un médecin, sa formation est en inadéquation avec le secteur de la santé? Non. Quand vous me dites le problème d'inadéquation est lié, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire aux besoins de l'entreprise. Mais est-ce que les entreprises connaissent réellement leurs besoins? Tout le problème est posé. J'ai fait 2 enquêtes là-dessus. Très difficilement, les chefs d'entreprise que j'ai interrogés peuvent nous donner sur les 5 années les profils qu'ils ont besoin. L'université a tenté une formule de lancer des licences professionnelles. On a lancé aussi les masters professionnels. Autrement dit, ce sont des personnes qui ont été formées directement pour l'emploi, pour le besoin de l'emploi de l'entreprise. Mais en fin de compte, si l'entreprise, avec situation de Covid, ils offrent
des CDD, ils offrent que des emplois à temps partiel. Ils éliminent pratiquement tous les travailleurs qui sont superflus pour eux. Ils ont fait de la compression d'effectifs. Vous pensez qu'ils ont les moyens maintenant pour recruter, pour relancer? L'entreprise actuellement, pour moi, est dans le flou de ses besoins. Il y a une zone d'incertitude. Ils ne savent pas comment ça va évoluer. Hein? Entreprise publique, n'en parlons pas. Mais entreprise privée, il y a certaines entreprises qui essayent de se redéployer. Mais pour rattraper, comme je vous ai dit, c'est-à-dire au niveau international, toutes les entreprises sont logées pratiquement en même enseigne. Hein? Moi, l'adéquation emploi-formation, c'est une fausse donnée parce que c'est en fonction des opportunités d'emploi. Dans le pays, les opportunités existent. Mais le problème, comment les financer? Comment mettre en œuvre ces opportunités? Comment les mettre à la portée des diplômés ou des non-diplômés? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Pratiquement, on a les taux presque identiques, hein, 35% des diplômés qui sont au chômage et 33% des niveaux moyens qui sont au chômage. Mais ce qui me semble le plus important, c'est là où vous avez investi le plus. Actuellement, je travaille sur l'une des thématiques, la fuite des cerveaux. Les personnes qui partent, c'est les personnes qui ont des compétences, mais qui sont déclarées inemployables en Algérie, mais employables sur le marché mondial. Ça veut dire quoi? Ils sont employables. Le problème, c'est l'offre d'emploi. Ce n'est pas la qualité de la demande. On apprend les jeunes, on leur dit, bon, ta formation n'est pas bonne, mais les entreprises en Algérie, depuis les années 70, hein, si je reviens en arrière, les entreprises avaient leur propre école de formation. Un ingénieur en électricité, lorsqu'il sort, il doit traverser au Sonelgaz pendant 6 mois pour qu'il devienne employable. Ça a toujours existé. Exact. Est-ce que nos entreprises, actuellement, adoptent cette organisation? C'est-à-dire, est-ce qu'ils acceptent les diplômés qui cherchent un stage actuellement, c'est la croix et la bannière pour trouver un stage en entreprise. C'est vrai qu'il y a massification. On fait des masters professionnels, mais ces masters professionnels, s'ils n'ont pas de stage en entreprise, bon, tous ils se retournent finalement vers l'académie. Très bien. Nordine, une question, commentaire après cette analyse juste peut-être extrêmement pertinente. ajouter un autre élément qui me paraît aussi intéressant à rajouter, à verser au débat, c'est que quand on parle d'emploi, il faut parler aussi d'attractivité. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à 2 fois avant d'aller travailler dans un domaine ou une activité quelconque, parce qu'il y a la question du salaire, parce qu'il y a la question de l'environnement. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent se transformer en obstacles et en contraintes à l'enrichissement, j'allais dire, du champ de l'emploi aujourd'hui. D'accord. Beaucoup de gens vous disent que moi, si je dois faire 700 km pour aller toucher un salaire qui ne permet pas de subvenir à mes besoins, j'irai pas. D'accord. Voilà. Et ça peut être comptabilisé comme une mauvaise performance pour le marché de l'emploi et comme quelque chose de négatif, pour utiliser une expression rapide à cela. Alors, je ne sais pas ce que Musette en pense. Est-ce que c'est une caractéristique dont il faut tenir compte ou pas dans l'analyse? Non, mais on a des données là-dessus, hein, sur le refus d'emploi. Voilà. Des demandeurs. Là, je pense au niveau de l'ANEM qui fait très bien son travail. Hein. Il publie depuis quelques années toutes les données. Mais les refus du travail, c'est vrai, il y a question de distance, il y a question de niveau de salaire, mais à la base, il y a la dignité de la personne. Moi, j'avais toujours contesté de dire, vous recrutez quelqu'un qui a un niveau supérieur, vous lui donnez un salaire moins que le SMIC, une indemnité moins que le SMIC. C'est pas normal. La moindre des choses, c'est de dire, oui, vous méritez 4 millions ou 5 millions, mais je ne vous fais pas travailler pendant 8 heures. 2 heures de travail, je peux maintenir la prime de dire ça équivaut seulement à 2 heures de travail de vos compétences.
Mais là, on a dévalorisé. Nos dispositifs sont en train d'être revus. Inch'Allah, on aura une nouvelle politique de l'emploi, parce que tous ces dispositifs vont disparaître quelque part avec la nouvelle politique qui se met. Il en est question. Qui se dessine, hein, oui. qui se D'accord. dessine. 2024. Alors, on a parlé des diplômés, non diplômés. Est-ce qu'on peut parler d'hommes et de femmes, les pertes d'emploi entre les hommes et les femmes, qui a le plus subi de pertes, Mohamed Saïd Musette? Oui, pratiquement, les femmes sont au premier loge, si vous voulez, de la perte de rémunération, la perte d'emploi, parce que la majorité était en CDD. Hein. Elles sont dans le commerce. Ceux qui sont dans les établissements, dans la fonction publique, bon, là aussi, on peut dire que beaucoup ont préféré se retirer, hein, parce qu'avec la cadence, avec tous les risques qu'il y a, mais les femmes se déversent peut-être dans d'autres secteurs. On en parlera du secteur informel, travail à domicile. C'est ça. Travail à domicile, télétravail, tout ça, ce sont des concepts. Et dommage que, disons, du point de vue réglementaire, notre code du travail en Algérie doit être révisé totalement. On en parlera peut-être par la suite, parce que ces types de travail sont réputés comme étant illégaux. On passera au secteur informel. Hein. Alors, j'allais vous poser la question. On parle du secteur formel, oui. Sur cette question, si tu permets, Ahmed, Oui, l'observation générale, c'est que les femmes ont payé un lourd tribut et continuent de payer un lourd tribut face aux conséquences de la crise. L'une des raisons, c'est que beaucoup de femmes, une part très importante, travaillent dans des secteurs qui ont été lourdement et directement impactés. Je parle de l'hôtellerie, je parle du tourisme, je parle de la restauration, je parle des services à l'accueil. Ce sont des secteurs d'activité où le personnel féminin est assez important. Voilà. Et par effet mécanique, elles se sont retrouvées immédiatement en difficulté, impactées. Il y a aussi l'activité dite domestique. Beaucoup de femmes travaillent dans les foyers ou bien dans le service à la personne. Et les effets de la crise ont fait que cette activité-là a été frappée de plein fouet. Et un nombre incalculable, d'ailleurs l'OIT donne un chiffre, hein, c'est des millions de femmes qui se sont retrouvées au chômage dès le début de la crise sanitaire. Alors Mohamed Saïd Musette, le secteur informel, il est là, il existe, il est bel et bien chez nous, bien avant le Covid. Et là, on peut dire que l'impact a été foudroyant. On sous-entend surtout ces saisonniers de différents secteurs d'activité qui, du jour au lendemain, avec l'arrêt total des activités, se retrouvaient carrément sans aucune ressource. Mais qu'a-t-on fait du secteur informel? L'économie informelle, vous l'avez dit, est une économie qu'on a composée avec. Et que jusqu'à présent, j'ai toujours milité pour qu'il y ait une véritable enquête nationale sur ce secteur. Vu qu'on ne peut pas la faire disparaître du jour au lendemain, alors il faut faire avec. On les connaît. Est-ce qu'on les connaît? Oui. De manière, disons, d'observation empirique, on connaît le secteur informel. Vous parlez des petits boulots, etc. Si je prends les données les plus importantes, hein, on n'a pas les données actuelles depuis 2014, pratiquement. On estime les tendances de l'informel. Actuellement, on l'estime à environ 5 millions de personnes qui sont dans l'informel. Vous imaginez 5 millions de personnes Chez nous. Hein, chez nous, en Algérie. Ouais. Et 2 tiers, si vous voulez, de ces personnes sont dans le secteur privé. Et il y a des employeurs dans l'informel. Il y a des indépendants dans l'informel. Et vous avez aussi des salariés de l'informel. Alors ces gens, l'unique indicateur utilisé par l'Algérie, c'est l'affiliation à la sécurité sociale. C'est ça. Alors le secteur le plus important, affiliation à la sécurité sociale, tantôt on dit il ne faut pas considérer l'agriculture, parce que c'est difficile. Le travail, la population active dans le domaine de l'agriculture. Ça a toujours été toléré dans l'agriculture, en tous les cas, l'informel. Donc finalement, on sait que dans l'agriculture, il y a de l'informel, mais on ne le comptabilise pas. On le comptabilise notamment
dans les travails saisonniers, les CDD, etc. Mais l'informel, vous savez, depuis le temps, hein, moi j'ai observé les tendances du marché du travail sur plus de 30 ans. C'est ça. Depuis les années 90, j'observe les comportements des gens dans l'informel. On l'a détecté déjà, on avait une petite mesure en 92. Et là, on n'a pratiquement pas de données réelles sur l'ampleur de cet informel. Parce que dans l'informel, moi, je l'ai toujours analysé en 3 dimensions. Vous avez l'informel qui est illégal, illégitime. Vous avez l'informel illicite. Et l'informel, c'est une économie qui n'est pas confinée au sein du territoire. Vous avez l'informel au niveau des frontières. Hein, des travailleurs frontaliers qui sont dans l'informel total. Et ça, on n'en parle pas tellement. Donc, vous voyez, nous sommes en train de parler d'un phénomène que quelque part, nous tous on participe à la dynamique de cette économie informelle. J'en ai souvent parlé. Beaucoup de personnes, un des éléments aussi pertinents dans l'analyse, beaucoup de personnes qui sont dans l'emploi formel, qui se donnent une deuxième activité dans l'informel. Hein? Je prends que le secteur de l'éducation que je connais très bien. Hein? Tous les cours particuliers à domicile, est-ce que les enseignants qui fabriquent de l'informel lui aussi, l'éducation ferme. C'est de l'activité informelle. Est-ce qu'ils déclarent aux impôts ce qu'ils gagnent? Avec les fermetures des classes, vous pensez qu'ils chômaient? Je ne pense pas qu'ils chômaient. Autrement dit, il y a des cours et on contribue, nous aussi, en tant que parents. On a des enfants, donc on va les mettre dans des cours particuliers, ne serait-ce que pour maintenir la continuité de la scolarisation. Donc on contribue. On prend des médecins qui travaillent à l'hôpital, mais qui exercent aussi dans des cabinets privés. Donc l'informel n'est pas les petits boulots, il touche aussi les cols blancs. Hein? Donc toutes ces activités doivent être mesurées. Bon, l'informel le plus connu en Algérie, c'est Square Outside, hein, avec transaction de devises. Ça se fait au vu et au su de tout le monde. C'est un problème de société, problème qu'on a toléré et qu'on continue à tolérer. Et qui devient de plus en plus difficile à régler du jour au lendemain. La régulation ne se fera pas du jour au lendemain. On ne peut pas interdire l'informel. Plus d'une fois, les autorités ont essayé de fermer des marchés informels. Mais ces marchés sont utiles pour les citoyens, parce que vous n'avez pas les marchés de quartier. Donc, les gens achètent dans l'informel. Nous, on est en train d'alimenter l'informel. On avait parlé d'un dispositif aussi, on dit travail à domicile. Travail à domicile, vous savez, le dispositif en GEM, on prête des personnes de l'argent pour faire du travail à domicile. Et c'est considéré comme étant informel, puisqu'on est en train de financer l'informel. Ces personnes ne sont pas affiliées à la sécurité sociale. L'État aurait pu mettre en place un dispositif pour leur faire bénéficier d'une protection sociale. Et là, ce qui se passe avec Covid, cette masse de 5 millions minimum hein, qui sont dans l'informel, ils ont tout perdu. Ni sécurité sociale, ni charge de travail. Rien. Même s'ils sont malades, ils ne peuvent pas rembourser leurs médicaments. Tout à fait. Et ajouter à l'informel, j'en reviens avec mon cheval de bataille, beaucoup de migrants aussi sont chez nous dans l'informel. On les voit, on les connaît. Sur tous les chantiers, on a vu. De toutes les nationalités. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dans l'informel. On sait qu'ils sont dans l'informel. Faut-il les formaliser? Faut-il leur donner un permis de travail? D'autres pays l'ont fait. Ne serait-ce que transitoire, parce qu'il est en train de rendre un service.
Et il y avait des boulots que les Algériens refusaient de faire. Donc c'est tout à fait normal que d'autres personnes le fassent. D'autres. Ouais. Alors, est-ce que, je ne sais pas si je peux vous... Oui, dans des nasos, il y a un point sur lequel vous souhaitez réagir. Est-ce que l'informel a été beaucoup plus impacté que le formel? Alors, de manière générale, et selon les estimations des organisations internationales, l'OIT, je cite l'OIT parce qu'elle fournit quand même de très bons chiffres, oui, l'informel a été lourdement impacté par la crise sanitaire. Si je me souviens bien, en 2020, on avait annoncé chiffre de 30 millions de personnes qui ont versé carrément dans l'extrême pauvreté. Pour l'Algérie, c'est un autre problème. Nous avons affaire à un secteur qui échappe à toute évaluation et au radar d'observation et d'analyse des services de l'État, pour utiliser un terme, disons, générique. Donc, pouvoir produire de l'analyse et de la statistique sur l'informel aujourd'hui me paraît téméraire, comme il me paraît téméraire aussi de présenter l'informel aujourd'hui comme la grande victime de la crise sanitaire aujourd'hui. Parce que, on le sait très bien, en Algérie, le respect des mesures barrières et des restrictions sanitaires ne procédait pas d'un dispositif répressif, comme on l'a vu dans certains pays d'Asie que je ne nommerai pas ici. Et ce qu'on a observé, c'est que les acteurs de l'informel ont déployé des stratégies de survie, parfois, ou même d'activité normale, qui leur permis de continuer leur activité, de commercer, de marchander, et de continuer à travailler comme avant 2019. Donc, il faut être extrêmement prudent sur cette question-là. Bon, ce que vient de dire Musette est tout à fait juste. Mais est-ce que l'informel a été plus impacté que le formel dans notre pays? Moi, je reste extrêmement prudent par rapport à ce que je viens d'avancer en ce moment, parce que c'est un secteur qui échappe à toute analyse et à toute évaluation. Et puis moi, je l'ai vu, j'ai constaté ça de visu sur le terrain. Ces acteurs-là, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans le commerce des produits agricoles, ont développé des stratégies de contournement par rapport aux mesures sanitaire qui leur a permis de générer du chiffre d'affaires et de faire tourner leur business. Tout à fait. Alors, Mohamed Saïd Musette, je ne sais pas si je peux vous poser cette question. La précarité que connaît en ce moment l'emploi, et surtout et notamment depuis la crise sanitaire, est-ce que cette précarité a poussé les jeunes non diplômés à chercher une formation pour tout simplement augmenter leurs chances de trouver un job? La formation professionnelle en Algérie, j'ai eu à faire 2 ou 3 études sur ce secteur. Faut dire qu'à un moment donné, ce secteur était considéré comme étant un déversoir des exclus de l'éducation nationale. Petit à petit, la formation professionnelle a repris. Il y a beaucoup de sections qui ont été fermées, faute d'apprenants, faute de stagiaires. Et on est arrivé quand même à une donnée assez intéressante. On regarde le dernier annuaire du ministère de la formation professionnelle, il donne à peu près un chiffre de 600 000 inscrits dans la formation professionnelle. Bon. Alors, les apprentis, vous savez, la loi en Algérie, c'est de 15 à 35 ans. Ce n'est pas exclusivement des jeunes. C'est 15 à 35 ans. Ceux qui sont en apprentissage, il y a la formation résidentielle, ça aussi c'est en baisse. Covid, on peut mettre ça en termes de Covid, environ de 700 000, près de 700 000 inscrits, on est descendu à 600 000, donc c'est quand même... beaucoup de sections ont été fermées, n'ont pas eu de candidats. Et ce qui est intéressant de noter, le secteur de la formation professionnelle avait quand même une piste intéressante. C'était des formations à distance. Formation à distance aurait pu contribuer pendant Covid. Ils ont de l'expérience. Mais cette formation à distance représente à peu près 2% des inscrits. Donc très très faible. Minime. Oui, c'est faible la formation à distance. Donc l'événement, cette pandémie, aurait dû permettre, si vous voulez, à la formation professionnelle de déployer
toute l'expérience capitalisée dans la formation à distance. Donc, ça patine encore à ce niveau. Le jeune s'oriente dans la formation professionnelle. Même les diplômés, maintenant, s'inscrivent en formation professionnelle. Les diplômés de l'enseignement supérieur, ils veulent avoir une deuxième compétence, une troisième compétence. Parce que le problème, c'est que très peu d'emplois existent. Pour accéder à ces emplois, il faut présenter au moins 2 ou 3 compétences. D'accord. Alors, parlons rapidement quand même des nouvelles technologies qui ont permis l'apparition de plein de petits boulots et qui ont sauvé pas mal de gens qui étaient réellement dans la détresse et dans la précarité. On voit ces jeunes déjà qui font en ce moment le transport et les commandes à droite à gauche de nourriture, de différents objets, etc. Peut-on dire que Internet a un peu diminué la pression ou sauvé quelques... Vous savez, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle maintenant une 4e révolution industrielle, avec l'économie numérique. Digital est partout maintenant. Bon, je viens de terminer un papier sur l'impact, disons, de cette économie digitale sur le marché du travail. Il est en cours de publication actuellement. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une tendance très forte d'aller vers ce type d'activités qui sont offertes par le numérique. Mais le numérique nous a pratiquement servi. En tant que sociologue, je reviens avec mon chapeau de sociologue toujours. Vous ne pouvez pas vous en La séparer. première des choses, c'est l'économie de loisirs. Vous savez, quand on n'a plus personne à communiquer, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de chatter, on est en train de parler par WhatsApp, on est en train de... Donc, l'économie de loisirs offerte par le digital a été une soupape extraordinaire en l'absence de communication. Je l'ai vécu et là, je veux le dire quand même, c'est une expérience personnelle. Lorsque mon frère est décédé, j'ai pu assister à l'enterrement par WhatsApp. Vous voyez? Donc, la nouvelle technologie a introduit, avec l'économie digitale, c'est une chance extraordinaire pour notre pays. Mais est-ce que notre pays est prêt pour y aller? Dernier rapport mondial sur l'économie digitale, l'Algérie se classe au 100e rang sur 130 pays. 10e en Afrique. Il y a 3 ou 4 critères qu'ils utilisent pour mesurer cette économie digitale dans le monde. Il y a la technologie, nous sommes 90e position. La gouvernance, d'un autre indicateur, ils utilisent environ 60 paramètres pour mesurer notre entrée. On est rentré dans l'économie digitale par forceps, parce qu'on était obligé de le faire. Et ça a fait des catastrophes. Ça a fait des catastrophes. L'enseignement supérieur, on en parle. On est allé vers l'enseignement à distance. Mais combien d'étudiants disposent d'un micro-ordinateur qui peuvent aller suivre des cours par Internet? Nos enseignants ne sont pas formés. La majorité ne sont pas formés pour donner des cours à distance. Il y en a qui continuent à utiliser la craie. Donc, ils n'arrivent même pas à présenter un data show. Vous leur demandez de passer. Donc, il y a eu quand même un arrêt brutal de l'enseignement, qu'il soit primaire, secondaire ou enseignement supérieur, avec l'enseignement à distance. Donc, on ne maîtrise pas encore. Bien que tout le monde maintenant a son smartphone. Même ça, c'est à un niveau individuel. Mais quand à un niveau individuel, mais c'est un critère aussi de mesure. Nos entreprises, l'un des indicateurs aussi, dire combien d'entreprises ont leur site web. Très peu d'entreprises disposent d'un site web actualisé. Oui, parfois ils ont un site web, mais qui n'a jamais été actualisé. Donc l'économie digitale, oui, et ça comporte aussi des risques. Des risques. Actuellement, nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes dans une société de risques. Ne crois pas que l'économie digitale va nous faire des cadeaux. Ils viennent avec le poison.
La cybersécurité est là. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à toutes ces menaces? Alors, il reste 2 minutes. Nordine Azouz, réaction rapide. Je pense qu'il faudrait peut-être apporter nuance à la notion de petit boulot. Moi, je crois qu'on est en situation d'assister à des activités émergentes, pour peu qu'elles soient, comme a dit Musette, accompagnées et qu'elles disposent d'un environnement et d'un écosystème encourageant et motivant. Un seul exemple, par exemple, le service à la consommation, le service au client. Vous avez aujourd'hui des supérettes virtuelles qui permettent, par la création de boulots d'intermédiation, de vous ramener ce dont vous avez besoin chez vous. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui pourrait générer aussi bien de l'emploi que de la richesse. À condition, encore une fois que je le dise, que, par exemple, le service Internet fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème d'accès et de maîtrise de l'outil numérique et technologique. Et on pourrait, comme dans d'autres pays, par exemple, assister à l'émergence d'une nouvelle activité économique, je le dis encore une fois, génératrice d'emplois et de richesses. Carrément. Je vous donne le mot de la fin, Mohamed Saïd Musette, et je vous pose la question suivante que tous les spécialistes et tous les observateurs aujourd'hui abordent. Est-ce que les pouvoirs publics sont réellement aujourd'hui appelés à faire un effort afin de diminuer les charges patronales, les charges sociales, pour tout simplement encourager les entreprises à recruter plus? Je pense qu'il y a eu un dispositif là-dessus, donc on subventionne les entreprises qui recrutaient à travers ces dispositifs, mais dommage qu'on n'a pas eu une évaluation exacte. On a pratiquement très peu d'informations sur les personnes qui ont bénéficié des primes et qui ont été permanentisées sur le secteur privé. C'est vrai que trop d'impôts tue l'emploi. Est-ce que, quand on est dans une situation de pénurie d'emploi, est-ce qu'il faut taxer l'emploi tel qu'on le fait en Algérie? Là, vous avez raison. Les charges sont tellement importantes que beaucoup d'entreprises, même formelles, recrutent dans l'informel. Pour éviter de payer. Pour éviter de payer, les charges étant trop lourdes. Et ça, toutes les entreprises l'ont dit. On ne peut pas continuer à travailler là-dessus. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer. Est-ce légitime de leur part pour maintenir leur activité? On a parlé du BTP. Tout le monde sait que dans le BTP, ils utilisent la main-d'œuvre. À 80% de main-d'œuvre sont dans l'informel. Qu'a-t-on fait pour régulariser? Oui, il y a une caisse, le CACOBAT, qui indemnise les employeurs lorsqu'il y a arrêt de chantier pour intempéries, etc. Mais Covid, il n'y a absolument rien. Là, on y va avec cette nouvelle politique qui me semble assez intéressante, qu'il faut maintenant observer comment ça va évoluer. Les autorités misent sur l'entrepreneuriat. Maintenant, tout le monde doit devenir entrepreneur. En tous les cas, ceux qui ont les moyens doivent ne plus aller vers le salariat. Deuxième élément qui me semble assez important aussi, c'est la révision de salaire. Troisième élément de notre politique, c'est la mise en place de l'allocation chômage. Donc, ce sont 3 instruments-là qui peuvent donner des résultats, mais qu'il faut bien maturer pour pouvoir se donner des indicateurs de suivi, chose qu'on ne se donne jamais. Très bien. Merci beaucoup. Mohamed Saïd Musette, je rappelle, sociologue, spécialiste du marché du travail, de la jeunesse et aussi des migrations internationales. Merci beaucoup. Nordine Azouz, merci. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.